Quelle est la chose la plus précieuse que tu aies dû sacrifier pour avoir un toit sur la tête? Pas l'argent, pas un objet. Je parle de quelque chose en toi. Un rêve, une parcelle de ton âme. Cette petite voix qui te dit qui tu es. As-tu déjà dû l'étouffer pour survivre, ne serait-ce qu'un jour de plus? Bienvenue. Ici, les histoires africaines deviennent ton miroir. Prépare-toi à te voir. Aujourd'hui, le prix du silence. Reste bien jusqu'au bout, car parfois, le seul foyer qu'on trouve est celui qu'on bâtit en soi-même, loin du bruit du monde. Imagine Aïcha. Elle a 17 ans. Ce n'est pas une reine guerrière ni une prophétesse, non. Elle te ressemble peut-être sur un point. Elle a ce défaut, cette tendance à plier plutôt qu'à casser. Depuis toute petite, elle a appris que le silence était une armure. Ne pas faire de vagues, ne pas déranger, accepter. C'était sa façon de naviguer dans le monde, une façon de se rendre si petite que le malheur, pensait-elle, finirait par l'oublier. Une stratégie que tu connais peut-être, celle de l'effacement pour éviter le conflit. Ses parents étaient tout son monde. Un monde simple, fait des rires de sa mère près du foyer et des histoires de son père sous le manguier. Mais ce monde a été emporté par la route, par un camion fou qui a transformé leur voiture en un cercueil de métal. En un instant, Aïcha est devenue une île, entourée d'un océan de chagrin et de visages familiers devenus soudainement étrangers. Son oncle Moussa l'a recueillie. Au début, tu aurais pu croire à de la bienveillance. Il lui a donné une chambre, un plat chaud. Mais sa gentillesse avait le poids d'une dette. Chaque bouchée de nourriture semblait avoir un prix. Chaque nuit passée sous son toit était un sursis. Aïcha, fidèle à son armure de silence, se faisait discrète, reconnaissante, obéissante. Elle ne voulait pas être un fardeau. Une semaine après les funérailles, alors que l'odeur de la terre retournée flottait dans l'air, Moussa l'a convoquée dans le petit salon. Il n'a pas allumé la lumière. Il préférait l'ombre, comme si elle était son allié. Son visage, habituellement rond et jovial du vivant de son frère, était devenu dur, taillé dans le bois sec de l'inquiétude. Il lui a parlé de dettes, des dettes cachées, un secret de famille que son père, soi-disant, lui avait confié sur son lit de mort. Une histoire de mauvaise récolte, d'investissements ratés. Un fardeau si lourd qu'il menaçait de les engloutir tous, de prendre la maison, la terre, le nom même de la famille. Et puis, le miton est tombé sur elle. Pas comme une bénédiction, mais comme une pierre tombale. Moussa a prononcé le nom d'Adama. Un homme riche, bien plus âgé, propriétaire de vastes terres de l'autre côté de la rivière. Un homme puissant, craint et respecté. Adama, a dit l'oncle, était le principal créancier. Il était prêt à effacer toute la dette, à garantir un avenir à la famille. Mais il y avait une condition, un prix. Ce prix, c'était elle, Aïcha, sa main. Il voulait l'épouser. Aïcha est restée muette. Le silence, son armure de toujours, venait de se transformer en cage. Elle a regardé son oncle, cherchant une trace de son père dans ses yeux, une once de pitié. Elle n'a trouvé qu'un calcul froid. Elle était devenue une monnaie d'échange, une solution. Elle n'était plus une nièce à protéger, mais un problème à résoudre. Et dans son silence, dans son incapacité à hurler le nom qui lui déchirait la gorge, son oncle a vu un oui. Le pacte silencieux venait d'être scellé. Son avenir ne lui appartenait plus. La rencontre a eu lieu 3 jours plus tard. Adama est venu à la maison. Il n'était pas un monstre, non. C'eût été trop simple. Il était un homme poli, vêtu d'un boubou impeccable. Le sourire rare, mêlément chargé de cadeaux. Il a presque pas regardé Aïcha. Il parlait à son oncle, de Mahom, comme on négocie du bétail. Aïcha, assise sur un petit tabouret dans un coin, devait servir le thé. Ses mains tremblaient. Chaque fois qu'il tournait son regard vers elle, elle sentait son souffle se couper. Ce n'était pas de la méchanceté qu'elle voyait dans ses yeux, mais quelque chose de pire. De la possession, le regard d'un homme qui admire un objet qu'il vient d'acquérir. Elle était sa plus belle acquisition. L'épreuve avait commencé et chaque seconde était une torture silencieuse. Dans le village,
Une vieille tante, la sœur de sa grand-mère, l'a vue un jour près du puits, le regard vide. Elle lui a pris la main, une main ridée et forte. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Le fleuve patient, ma fille, finit toujours par atteindre la mer. » Une leçon africaine simple, une graine de patience plantée dans un cœur ravagé par la panique. Elle ne comprenait pas comment la patience pouvait la sauver, mais elle s'est accrochée à ces mots comme à une branche flottant dans le courant. C'est à ce moment-là que tu aurais vu apparaître Karim, un jeune homme du village engagé par son oncle pour aider au champ. Il était silencieux lui aussi, mais son silence était différent. C'était un silence plein d'observation, de respect. Un jour, alors qu'elle pleurait en cachette derrière la cuisine, il est passé. Il n'a rien dit. Il a juste posé une mangue mûre à côté d'elle et il est parti. Ce petit geste, cette reconnaissance de son existence, a été comme un rayon de soleil perçant les couloirs. C'était un petit éclat d'amour, ou du moins d'humanité dans un monde devenu si effrayant. La peur est revenue, plus forte encore. La peur d'être vue, la peur que ce petit geste anodin soit mal interprété, la peur que cette seule lueur d'espoir lui soit arrachée. Et bien sûr, la peur était justifiée. Son oncle les a vus quelques jours plus tard, échanger quelques mots près du champ de mil. Juste quelques mots sur le temps, la récolte. Mais pour Moussa, c'était une trahison. Le soir, il l'a attrapé par le bras, sa poigne de fer lui laissant des marques. « Tu es remise !» a-t-il sifflé, le visage déformé par la colère. « La prochaine fois que je te vois lui parler, il perdra son travail. Et toi, tu apprendras ce que signifie me désobéir. » L'enjeu venait de monter d'un cran. Ce n'était plus seulement sa liberté qui était en jeu, mais la sécurité de la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse. L'isolement était désormais total. Cette nuit-là, incapable de dormir, Aïcha a fouillé dans les affaires de sa mère, un vieux coffre en bois qu'on avait remisé dans un coin de sa chambre. Elle cherchait un souvenir, un réconfort. Ses doigts ont effleuré des tissus usés, des photos jaunies, et une petite boîte en fer blanc, cachée sous une pile de pagne. Elle ne l'avait jamais vue. Avec un cœur battant, elle l'a ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas d'argent. Il y avait des lettres de sa mère adressées à son père, datant de l'époque où ils se courtisaient. Elle a commencé à lire. Elle a découvert une histoire d'amour passionnée, des rêves de voyage, des projets d'avenir. Mais ce qui l'a frappée, c'est qu'il n'y avait aucune mention de difficultés financières, ni aucune trace de la moindre dette. Au contraire, sa mère parlait de l'héritage de son grand-père, une somme modeste, mais suffisante pour vivre sans crainte. Une graine de doute, minuscule mais tenace, venait de germer dans son esprit. Et si tout n'était qu'un mensonge, voilà ton premier mini cliffhanger. La possibilité d'une trahison bien plus profonde que ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Le doute est un poison lent. Les jours suivants, Aïcha a relu les lettres, encore et encore, cherchant une faille, une explication. En vain. Les mots de sa mère peignaient un tableau de prudence et de bonheur simple, à des lieues du désastre financier décrit par son oncle. Un souvenir lui est revenu, une phrase que sa mère lui répétait souvent quand elle faisait une bêtise et essayait de la cacher. « La vérité est comme le soleil, ma chérie. Tu peux la cacher pour un temps, mais elle ne disparaît jamais. » Cette leçon, autrefois anodine, résonnait maintenant comme une prophétie. La vérité était là, quelque part, cachée par les nuages sombres des mensonges de son oncle. Le lendemain, Karim a de nouveau trouvé un moyen de l'approcher. Il réparait une clôture près de la maison. Faisant semblant de jeter des épluchures, elle est passée près de lui. Sans la regarder, il a murmuré « Ton oncle a vendu la moitié de la récolte de mil la semaine dernière. Il a reçu beaucoup d'argent. » Puis il s'est éloigné. Ce n'était qu'une information, mais pour Aïcha, c'était une détonation. Si la famille était si endettée, pourquoi son oncle aurait-il de l'argent? L'amour et la peur se sont mélangés en elle. L'amour, ou la gratitude, pour le courage de Karim qui risquait tout pour l'aider. Et la peur, glaciale, de ce que cette information impliquait. La peur de la vérité elle-même. Le soir même, l'annonce est tombée comme un coup près. Adama et son oncle ont fixé la date du mariage. Dans une semaine. Une semaine. 7 jours pour dire adieu à sa jeunesse, à ses rêves, à elle-même.
La panique menaçait de la submerger. Elle devait savoir, elle devait être sûre. Cette nuit-là, poussée par un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle a attendu que toute la maison soit endormie. Pieds nus, elle s'est glissée dans le couloir jusqu'à la porte du bureau de son oncle. Elle voulait juste chercher des papiers, une preuve. Mais en approchant, elle a entendu des voix. Son oncle et Adama. Leur voix était basse, confidentielle. Elle a collé son oreille au bois de la porte. Ce qu'elle a entendu a brisé la dernière parcelle d'innocence qui lui restait. La terre près de la rivière sera à moi dès que le contrat de mariage sera signé, disait Adama. Et tu auras ta part, Moussa, comme convenu, répondait son oncle. Cette histoire de dette a été une excellente idée. La petite n'y a vu que du feu. Elle est docile. La trahison. Ce n'était pas une dette, ce n'était pas pour sauver la famille, c'était un marché, un vulgaire marché où elle était le produit et la terre de ses ancêtres le véritable enjeu. Elle a ramené sa main à sa bouche pour étouffer un cri. Elle a reculé, pas à pas, jusqu'à sa chambre, le cœur en miettes. Voilà ton deuxième mini-cliff, la confirmation du mensonge absolu. Et c'est là, dans le noir de sa chambre, qu'elle est entrée dans son monde intérieur. C'est là qu'elle a touché du doigt l'une de tes peurs les plus profondes peut-être. La peur de n'être rien. La peur d'être complètement seule, impuissante, et que ta voix ne porte pas. Tu sais, ce sentiment que tu pourrais crier à plein poumon au milieu d'une foule et personne ne se retournerait? C'est ce qu'elle a ressenti. Elle n'était plus une personne. Elle était un objet, un pion sur un échiquier dont elle ne comprenait même pas les règles. Ses parents étaient morts. Son gardien l'avait vendue. Le seul garçon qui lui montrait de la bonté était en danger à cause d'elle. Il n'y avait personne. Personne. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines ont coulé, silencieuses, brûlantes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de néant. Elle s'est regardée dans le petit éclat de miroir brisé sur son mur et pour la première fois, elle n'a pas reconnu la fille qui la regardait. C'était un fantôme, une silhouette vide, définie uniquement par la volonté des autres. Son armure de silence l'avait tuée de l'intérieur. Elle était devenue la chose même qu'elle fariait, invisible. Le lendemain, Adama est venu lui rendre visite, seul cette fois. Il lui a apporté un cadeau, un lourd collier en or qui lui a paru clos comme des chaînes sur sa peau. Il lui a parlé de la grande maison qu'il construirait pour elle, des domestiques qu'elle aurait. Il ne lui a jamais demandé ce qu'elle voulait. Il lui décrivait sa future prison dorée et chaque mot était une insulte. Une nouvelle couche de vernis sur l'objet qu'il avait acheté. Cette humiliation était l'étincelle dans la poudrière de son désespoir. Quelque chose en elle, une braise qu'elle croyait éteinte, a rougeoyé. Cette mue-là, épuisée de pleurer, elle s'est allongée sur sa natte et a regardé par la petite fenêtre. Elle a vu les étoiles. Et un souvenir de son père est remonté à la surface, si clair qu'elle aurait pu le toucher. Il l'emmenait souvent dehors, loin des lumières du village, et lui apprenait les constellations. Il lui avait dit un jour, en pointant l'étoile la plus brillante, « Même dans la nuit la plus noire, ma fille, il y a une étoile pour te guider. Trouve la tienne. » Pour la première fois depuis des semaines, Aïcha a senti une chaleur en elle. Sa vérité, la mémoire de ses parents, son droit d'exister. Voilà son étoile. La peur était toujours là, immense, paralysante. Mais pour la première fois, l'amour pour ce qu'elle était, pour l'héritage de ses parents, était un tout petit peu plus fort. Elle n'allait pas se marier, elle allait se battre, elle allait s'enfuir. Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin de Karim. C'était un risque insensé. Et s'il refusait? Et s'il la trahissait lui aussi? Elle a repensé à la mangue, à ses mots murmurés. C'était un pari, mais c'était le seul qu'elle pouvait faire. Le lendemain, elle a réussi à lui faire passer un message par l'intermédiaire d'un enfant du village qui jouait près des champs. Un simple message. Le vieux baobab, à minuit. La journée a été la plus longue de sa vie. Chaque heure était une éternité. Le soir, elle a fait un petit baluchon avec le peu qu'elle possédait, les lettres de sa mère, une photo de ses parents et le collier en or d'Adama. Elle le rendrait ou l'utiliserait pour survivre. Elle ne le porterait jamais. Quand la lune a été haute, elle est sortie. Chaque craquement de branche était un coup de fusil dans son cœur. Elle a couru jusqu'au vieux baobab, cet ancêtre végétal qui avait tout vu, tout connu, et elle a attendu. Les minutes devinrent une heure. Minuit passa. Il n'y avait personne. Juste le bruit des insectes nocturnes et le murmure du vent.
Le désespoir a commencé à la ronger. Il ne viendrait pas. Il avait eu peur. Ou pire, il était allé la dénoncer à son oncle. Elle avait mis toute sur un seul allié et il l'avait abandonnée. Voilà ton troisième mini-cliff. L'abandon au moment le plus crucial. Elle s'est assise au pied de l'arbre, la tête entre les mains, prête à abandonner, à accepter sa défaite. C'est alors qu'une sombre s'est détachée de l'obscurité. Karim. Il était là. Pardonne-moi, murmurait-il essoufflé. J'ai dû faire un détour. Je suis allé voir mon cousin qui est pêcheur. Il nous attend avec sa pirogue de l'autre côté du champ. Il nous fera traverser la rivière avant l'aube. Le soulagement était si intense qu'Aïcha a failli s'effondrer. Ce n'était pas un abandon, c'était un plan. Il n'avait pas seulement répondu à son appel, il avait agi. Il lui a tendu la main. En la prenant, Aïcha a su qu'elle n'était plus seule. Karim a partagé avec elle une leçon de son père. Un seul bracelet ne fait pas de bruit. Ensemble, ils pouvaient faire du bruit. Ensemble, ils pouvaient se battre. Ils ont commencé à marcher, rapidement, en silence. L'enjeu était absolu. Être de l'autre côté de la rivière avant que le soleil ne se lève et ne révèle sa disparition. Ils approchaient de la sortie du village quand une silhouette est apparue face à eux, bloquant le chemin. Le cœur d'Aïcha s'est arrêté. C'était sa grand-aïeure, la vieille femme du proverbe. Elle se tenait là, immobile, une lanterne à la main, son visage un masque impénétrable dans la lumière vacillante. Était-ce la fin? Allait-elle crier, les trahir, les ramener à leur destin? Aïcha regardait dans les yeux de la vieille femme, prête à voir la condamnation. Mais elle n'a vu ni en colère, ni surprise. Juste une profonde, une infondable tristesse. C'était ton quatrième mini-cliff. La vieille femme n'a pas dit un mot. Le temps semblait s'être suspendu. Puis, lentement, elle a levé une main tremblante. Dans sa paume, il y avait une petite calebasse contenant du beurre de karité. Elle s'est approchée d'Aïcha. C'était un rituel de bénédiction silencieux. Sans un mot, elle a trempé son pouce dans le beurre et a tracé un signe sur le front d'Aïcha. Ce n'était pas une condamnation, c'était un adieu, un sauf-conduit offert par les ancêtres. Elle leur a ensuite fait un signe de tête en direction du chemin et s'est écartée, leur ouvrant le passage. Elle avait choisi son camp, pas celui des hommes et de leur marché, mais celui de la jeune fille qui se battait pour sa vie. Ce geste, ce rituel culturel puissant, leur a donné des ailes. Ils ont couru comme jamais, à travers les champs endormis, guidés par la lueur de la lune. Mais ils n'étaient pas assez rapides. Des cris ont éclaté derrière eux, une torche, puis deux. Son oncle. Il avait découvert sa fuite. La chasse avait commencé. La peur leur donnait une énergie nouvelle. Ils entendaient les hommes se rapprocher, les injures de son oncle fendant la nuit. La rivière, ils la voyaient maintenant, un ruban d'argent scintillant à quelques centaines de mètres. Le cousin de Karim les attendait, caché dans les roseaux, tenant la pirogue d'une main. « Vite !» a-t-il soufflé. Aïcha et Karim ont sauté à bord, la petite barque a tangué dangereusement. Le cousin a poussé de toutes ses forces, les propulsant vers le milieu du courant. Il n'était qu'à quelques mètres de la rive quand son oncle et ses hommes sont arrivés sur la berge, hurlant de rage. Moussa était là, son visage illuminé par la torche, déformé par la haine. Il a vu sa nièce, son investissement, sa monnaie d'échange lui échapper. Il a levé le poing, la menaçant, lui promettant le pire. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en Aïcha. En le voyant là, si pathétique dans sa fureur, elle n'a plus ressenti de peur. Elle a ressenti de la pitié. Et une force nouvelle, une force née de la vérité retrouvée. Son silence était brisé pour toujours. Elle s'est levée dans la pirogue, et d'une voix claire et forte, une voix qu'elle ne s'était jamais entendue utiliser, elle a crié par-dessus l'eau. Elle n'a pas crié en français, la langue des marchés et des contrats. Elle a crié dans la langue de son père, le Wolof. Une phrase qui venait du plus profond de son être, une déclaration d'indépendance. Elle a hurlé « Sama Aduna Manako Mom », ce qui veut dire « Ma vie, je la possède ». Ce cri a été son explosion émotionnelle. C'était la fin de la petite fille silencieuse et le début de la femme qui venait de naître. Sur la rive, son oncle est resté figé, comme si ses propres mots l'avaient frappé en plein visage. La pirogue a continué sa course, emportant Aïcha et Karim vers l'autre rive, vers l'inconnu, vers la liberté. Quand ils ont accosté, ils se sont effondrés sur le sable, effrouflés, trempés, mais vivants. Le cousin leur a souhaité bonne chance avant de repartir dans l'ombre. Ils étaient seuls, sans rien, mais ils avaient tout. Le soleil commençait à se lever,
peignant le ciel de couleurs nouvelles. Dans cette première lumière de leur nouvelle vie, Aïcha et Karim se sont regardés. Il n'y a pas eu de baiser passionné, pas de grandes déclarations, juste un regard qui disait tout, la peur partagée, la victoire arrachée, la promesse d'un avenir à construire ensemble. Il lui a pris la main, et cette fois, ce n'était pas pour la guider dans la fuite, mais pour marcher à ses côtés. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient qu'ils y allaient ensemble. Et pour la première fois, le chemin leur appartenait. Alors, quelle est la chose la plus précieuse que tu aies dû sacrifier pour avoir un toit sur ta tête? Aïcha a failli sacrifier son âme, mais elle nous a rappelé une chose fondamentale, une chose que nos anciens savaient bien avant nous. Comme le dit le proverbe, celui qui a peur des feuilles ne doit pas aller dans la forêt. Et toi, ta vie est une forêt, parfois dense, parfois effrayante. Tu ne peux pas éviter les feuilles qui bruissent, les ombres qui dansent. Le conseil que je te donne et que je me donne à moi-même est celui-ci. Parfois, le foyer le plus sûr n'est pas un toit de tôle ou des murs de briques. C'est la décision de te choisir toi-même, de défendre ta propre vérité, même si pour cela tu dois quitter tout ce que tu as connu. Ta voix est ta maison. Ne la laisse jamais devenir silencieuse pour plaire aux autres, pour éviter le conflit. Habite-la, fortifie-la. C'est le seul endroit où tu seras vraiment, et pour toujours, chez toi. Commente, quel sacrifice ferais-tu à sa place? En attendant, prends soin de toi.